Good Morning Business, le grand entretien. Et dans notre grand entretien aujourd'hui, on va parler de conjoncture avec Philippe Aghion. Bonjour, vous êtes économiste et professeur au Collège de France. On a des informations plutôt positives sur le front de la macroéconomie, à commencer par ces chiffres français qui sont tombés il y a quelques minutes. L'emploi salarié en hausse de 0,4% au premier trimestre dans le secteur privé. C'est le 9e trimestre consécutif de hausse en France. Ça tient. Est-ce que c'est une énigme ou est-ce qu'en fait c'est juste normal ? Écoutez, moi je pense que c'est le fruit d'une politique qui a été en fait, ça je crois qu'il faut donner le crédit au président de la République, avant même qu'il soit président de la République. Je pense que depuis, c'est le tournant de l'offre sous Hollande, c'est les lois El Khomri, mais qui étaient au départ des lois Macron, ne n'oublions jamais. Et il y a eu toute une série François Hollande ne voulait pas qu'elle s'appelle la loi Macron d'ailleurs à l'époque. On ne voulait pas qu'elle s'appelle la loi Macron. Je n'enlève rien à Madame El Khomri, mais enfin, je veux dire, c'était au départ des lois Macron. Et donc, je pense qu'il y a eu une volonté, enfin, voilà, de fluidifier le marché du travail, de prendre un certain nombre de mesures sur la formation, sur le marché prud'homal, les choses comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Les négociations au niveau de l'entreprise, beaucoup de choses que mes amis comme Gilles Berset ou d'autres ont poussé pour fluidifier le marché du travail. Et je pense que tout ce qu'on observe maintenant, c'est les fruits de cette également un environnement pour l'entreprise qui soit plus favorable, fiscal et réglementaire, plus facile qu'avant. Je pense que tout ça a contribué à avoir une situation de l'emploi qui s'améliore continuellement. Ça veut dire que même si la situation économique est plus compliquée, même s'il y a de la certitude, on le voit, les entreprises continuent d'embaucher 2 fois plus que c'était prévu. Oui, parce que maintenant d'embaucher, avant qu'on embauchait, on se dit voilà, on n'a plus la flexibilité de licencier si nécessaire, etc. Maintenant, on met davantage de flexibilité, on met davantage, et évidemment, ça encourage l'embauche, mais aussi avec l'aide à la formation et toute série d'aides que l'État donne. Et donc ces politiques-là portent leurs fruits. Et on voit vraiment que c'est sur le long terme. Et il y a eu des créations d'emplois et créations d'entreprises comme jamais auparavant. Un rythme qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Et les indices d'attractivité de la France vont de pair avec ces chiffres-là. Deuxième chiffre d'actualité, c'était hier l'OCDE qui revoit un peu à la hausse quand même les prévisions de croissance pour les pays développés en 2023, 2,7% en moyenne. En revanche, pour 2024, l'OCDE est plus prudente parce qu'elle dit que quand même, on va avoir du mal à juguler l'inflation et cette crise un peu quand même qui est latente. Comment voyez-vous le redémarrage de l'économie mondiale ? Alors, je pense que ça prendra un certain temps. Je pense qu'il y a toujours un délai dans la transmission de la politique monétaire. Donc, il y a des politiques de hausse de taux d'intérêt et elles mettent un certain temps à produire leur effet. Et donc, effectivement, ça conduit à un moment donné à un certain ralentissement. Mais je pense que assez rapidement, les hausses de taux d'intérêt vont il n'y aura plus de hausse de taux d'intérêt et puis l'économie va revenir petit à petit à plein régime. Je crois que beaucoup aussi l'économie mondiale était plombée par la Chine. Il fallait que la Chine sorte du zéro Covid. C'est mon attitude très schizophrénique à l'égard de la Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, bon, il faut être vigilant à l'égard des Chinois, mais en même temps, on a besoin de la Chine pour la croissance mondiale. Et donc moi j'ai toujours cette attitude, ce sentiment que il faut être vigilant. Mais il n'y aura pas de croissance mondiale sans un certain partenariat avec la Chine. Moi, ça me paraît évident. Et on était tous soulagés que la Chine sorte du zéro Covid. Mais après, évidemment, pour que ça donne ses effets, il faut un certain temps. Et là, évidemment, il y a un ralentissement parce que les entreprises ont répercuté à 100% les hausses de coûts de l'énergie sur les prix. Et puis, il y a ce délai de la transmission de la politique monétaire qui essaie de contrer ça. Donc, c'est peut-être 2025 plutôt que ça repartira. Mais vous voyez, je suis pas pessimiste parce qu'à long terme, je ne vois pas des hausses d'intérêt à long terme. Je pense que la démographie mondiale est telle que la tendance de long terme est une tendance qui n'est pas à la hausse des taux d'intérêt. C'est pour ça que je suis plus confiant. Et peut-être qu'il y a une tendance aussi d'investissement avec la transition écologique. Oui, parce que c'est quand même le plus gros défi de l'économie mondiale, la transition énergétique. On a eu ce rapport de Jean Pisani-Ferry qui faisait, évidemment, qui chiffrait la transition énergétique, mais ce sont des dizaines de milliards d'euros. Lui, il proposait notamment de taxer les riches. Ça a été beaucoup commenté sur ces plateaux et critiqué. Vous avez d'autres idées? Alors écoutez, d'abord je voudrais louer le rapport Pisani-Ferry-Selma Mahfouz sur la partie coût de la transition. C'est le premier essai sérieux pour moi de chiffrer, d'avoir un chiffrage macroéconomique des coûts de la transition. Voilà. Ils sont colossaux, il faut le redire. Ils sont colossaux. Alors peut-être surestimés, peut-être que voilà, mais en tout cas c'est la première tentative de le faire. Voilà. Donc déjà, je veux déjà dire le bien que je pense de ce rapport. Pour après dire pour après critiquer, je pense pas que c'est en rétablissant, en mettant un impôt à
alors ils disent que c'est en une fois, mais comme c'est un gros one-off, ils disent oui, mais ça pourrait être échelonné sur 20 ans. Et donc le one-off échelonné sur 20 ans, c'est qu'en fait on rétablit l'ISF, quoi. Mais un ISF qui rapporte 5 milliards. Mais là, eux parlent d'un coût où en tout cas la collectivité doit contribuer 34 milliards par an jusqu'en 2030. Ouais. Donc de toute façon, voilà. Donc moi je pense que c'est pas le bon moyen. Après ils disent qu'il faut faire de la dette. Pardon. Alors moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que il y a des possibilités, et la possibilité, notamment, c'est que l'Union européenne en tant que telle peut emprunter un peu plus. Vous savez, il y a eu le plan de redressement pendant le Covid, hein, et il y a eu un emprunt de l'Union européenne. Et je pense qu'on peut dégager des montants. L'Union européenne en tant que telle peut emprunter. Alors, elle peut emprunter en gageant sur les revenus de la taxe carbone européenne et des droits de, comment on appelle, vous savez, les droits de pollution. Exactement. Ouais. Donc je pense que les revenus de ces droits et de la taxe carbone pourraient servir de support à un nouvel emprunt de l'Union européenne qui serait ciblé sur des investissements verts. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Et l'idée, ça serait de fonctionner comme une banque de développement. Vous avez des fonds donc d'origine publique, en fait, et donc et ces fonds-là, qui seraient générés donc par cet emprunt européen, après permettrait d'avoir un effet de levier, parce qu'après il y aurait le privé qui irait sur le public. Par exemple, la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour 1 euro qu'elle met sur la table, c'est 3 euros de projets qui sont investis. Donc on peut tripler. Donc vous imaginez qu'on augmenterait cet emprunt européen en l'adossant aux revenus de la taxe carbone et des droits de pollution. Et avec ça, on peut investir 3 fois le montant qu'on aura mis au moins. Et ça vous donne alors vraiment quelque chose d'important. Et je pense que ça, c'est un canal. Mais on a déjà plein de banques. Ça, c'est un canal, pardon. Dette européenne, hein. Oui, mais on a déjà la Banque européenne d'investissement. Alors ça serait mis. La dette européenne, c'est toujours la dette des États. Il y a 2 choses différentes. C'est les montants qu'on met, et après, c'est qui seraient les opérateurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée n'est pas de dire on a des institutions. Donc on peut décider que la Banque européenne d'investissement fait une partie. On peut créer des DARPA, des équivalents, vous savez, des Defense Advanced Research Project Agency d'énergie dans certains domaines, dire qu'on mise sur ces domaines-là, et on crée, ça peut passer par la Banque européenne d'investissement, la BEI, mais ça peut passer aussi directement par des DARPA européennes qui investiraient dans des grandes innovations énergétiques, et dans des grands domaines énergétiques. Mais en tout cas, vous voyez, moi je crois que les marges, le parallèle, c'est avec le capitalisme, c'est la construction des chemins de fer. Vous aviez Fergan Aziari qui était là à BFM Business il n'y a pas longtemps, il avait raison. Quand on a construit les chemins de fer en France, eh bien ça a été un partenariat public-privé. C'était l'État avec quelques grandes compagnies qui ont construit les chemins de fer. Et moi je crois beaucoup dans le principe de la banque de développement, c'est-à-dire un partenariat public-privé. Est-ce que, encore une question pour revenir... Et moi je vois ça, c'est ça à mon avis le vecteur pour faire la transition énergétique. Encore une question sur l'emploi, parce qu'on a eu la présentation cette semaine de France Travail, hein, l'idée effectivement objectif plein emploi du gouvernement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut effectivement aller sous ce taux de chômage de 7% qui semble être aujourd'hui structurel en France? Oui, je crois qu'on a encore des marges. Oui, je pense. Vous savez, idéalement, il faudrait arriver au système danois de flexi-sécurité, quoi. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'on ait l'équivalent. Le Pôle emploi ne marche pas encore aussi bien au Danemark. Quand vous perdez votre emploi, vous avez pendant 90% de votre salaire jusqu'à un certain niveau de salaire, et l'État est là à vous aider à vous reformer et trouver un nouvel emploi. Et ils ont un encadrement formidable. Donc il faut investir. Donc il faut investir dans des ressources pour faire ça. Nous allons vers ça, mais nous ne l'avons pas encore. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, effectivement. On a encore des marges pour, mais c'est au niveau évidemment de la formation. Il faut qu'on ait un meilleur encadrement pour aider les gens à retourner vers l'emploi. On va dans cette direction, mais on n'est pas encore au niveau danois. Mais si on arrivait au niveau danois, et vous savez, la France, c'est vraiment ça la marge. C'est en augmentant le taux d'emploi qu'on va accroître les marges macroéconomiques. C'est vraiment là qu'on peut travailler. Alors on avance dans cette direction. Et qu'on va financer la transition. Et qu'on va financer la transition, qu'on va avoir la crédibilité nécessaire, parce que tout le problème, c'est la crédibilité. Si on augmente le taux d'emploi, la réforme des retraites d'ailleurs était importante de ce point de vue-là, tout ce qui augmente le taux d'emploi et d'activité en France nous donne la crédibilité pour investir dans la transition énergétique notamment, et dans d'autres postes de croissance. Sauf que vous voyez quelle est l'ambiance actuelle. On est plutôt sur une demande de semaine de 4 jours, de travailler moins, de réorganiser sa vie professionnelle.
Alors je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la qualité du travail, peut-être sur le télétravail, sur la qualité du travail. Je crois aussi qu'en France, il y a un gros problème, les gens ne sont pas heureux au travail. Alors dans certains endroits, ils le sont, mais dans certains endroits, ils ne le sont pas. Alors des fois aussi en France, on est plus malheureux, il y a la perception, et il y a toujours un décalage entre la perception et la réalité. On se dit plus malheureux qu'ailleurs, alors que objectivement, on n'est pas toujours. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un vrai problème qui vient de l'école. Il y a un côté hiérarchique, c'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, le supérieur ne vous met pas en valeur, et du coup, vous ne mettez pas en valeur votre subordonné. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment changer. Et ça vient peut-être aussi du fait que souvent, les patrons des grandes entreprises viennent des grands corps. Je n'ai rien contre les grands corps. Ils ne sont pas passés eux-mêmes par l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils n'ont pas connu. Voilà. Ils vivent pas parmi les employés. Donc, je veux dire que ça, alors qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, il y a davantage de synergie. Et je crois qu'il y a vraiment l'idée d'une culture au travail qui doit progressivement évoluer. Alors ça, c'est toute une grande question. Et ça commence à l'école, à mon avis. Merci beaucoup, Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France, va être notre invité.